Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. À la une de l'actualité, la France impose un test négatif obligatoire à tous les voyageurs, vaccinés ou non, arrivant de pays situés en dehors de l'Union européenne. Les autorités sanitaires françaises ont recensé 13 cas suspects de contamination par le variant Omicron. L'Organisation mondiale de la santé s'attend à disposer d'ici quelques jours d'informations supplémentaires sur la contagiosité du nouveau variant. L'Ukraine a demandé à l'OTAN de préparer des sanctions économiques à l'encontre de la Russie pour empêcher une invasion potentielle. Kiev s'inquiète du déploiement d'un grand nombre de soldats russes non loin de la frontière. Anthony Blinken évoque des preuves montrant que la Russie envisage une agression contre son État voisin. On parlera avec Bruno Darroux. Bonsoir Bruno. On espérait voir le sida disparaître à jamais avant 2030. Selon l'ONU, il n'en sera rien. Dans un rapport publié par l'ONU-SIDA, l'organisation alerte sur la trop lente inflexion des courbes des infections VIH. On en parlera dans le fait du jour avec France Leurt, conseillère à la direction de l'Agence nationale de recherche contre le sida. La France impose un test négatif obligatoire à tous les voyageurs vaccinés ou non arrivant de pays situés en dehors de l'Union européenne. Les autorités sanitaires ont recensé 13 cas suspects de contamination par le variant Omicron du coronavirus sur l'ensemble du territoire français. L'OMS s'attend à disposer d'ici quelques jours d'informations supplémentaires sur la contagiosité de ce nouveau variant. On fait le point avec David Gilbert. Face à une flambée des infections et un taux d'incidence à 452 pour 100 000 habitants, l'Allemagne devrait adopter jeudi de nouvelles restrictions, notamment l'instauration d'un pass sanitaire pour accéder au commerce. Et le futur chancelier Olaf Scholz a annoncé qu'il comptait aller beaucoup plus loin. Nous allons soumettre au Bundestag un projet de loi qui rendra la vaccination obligatoire pour tous. L'opinion publique allemande semble plébisciter cette mesure selon les derniers sondages. Chez le voisin autrichien, la vaccination sera obligatoire à partir du 1er février prochain et le confinement total déjà en vigueur a été prolongé de 10 jours à compter de jeudi. Le nombre d'infections quotidiennes augmente fortement partout en Europe, redevenu épicentre de la pandémie. Chaque pays tente d'endiguer la vague actuelle en prenant de nouvelles mesures. Le port du masque redevient obligatoire dans les espaces clos au Portugal et au Royaume-Uni, deux pays qui accélèrent leur campagne de rappel vaccinal, tout comme la Norvège. Il faut augmenter d'1 million chaque semaine, mais je pense que cela peut être fait pour que tout le monde l'ait reçu d'ici janvier. Le Japon a suspendu les réservations de vols après un deuxième cas de variant Omicron apparu dans le pays. L'OMS assure pourtant que les interdictions de voyage sont inutiles. Paris semble avoir entendu le message et a annoncé la reprise des liaisons avec l'Afrique australe à partir de samedi, mais uniquement pour les ressortissants européens, soumis néanmoins à des mesures très strictes. De nouvelles restrictions seront par ailleurs mises en place pour les voyageurs du monde entier. S'agissant des déplacements des voyageurs qui viennent de pays en dehors de l'Union européenne, nous avons décidé d'instaurer un test négatif obligatoire de moins de 48 heures pour se rendre en France, que ces voyageurs soient vaccinés ou non. La France a recensé 13 cas suspects de variant Omicron qui a désormais fait son apparition sur tous les continents. Il a été détecté ces dernières heures au Brésil, au Nigeria, sur l'île de la Réunion ou encore en Arabie Saoudite. Tentative d'incendie d'une mairie en Guadeloupe, barrage routier en Martinique et à Saint-Martin. La situation était toujours tendue aux Antilles françaises au dernier jour de la visite du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. Il s'est montré ouvert sur l'application de l'obligation vaccinale déjà repoussée au 31 décembre. On l'écoute. La loi de la République s'applique. Néanmoins, la question des modalités d'application de cette loi est posée sur un principe de réalité. Et je le dis avec beaucoup de bon sens, il y a un principe de réalité sur ce territoire, et social et sanitaire, qui s'imposera à toutes les parties. Dans les actualités internationales, la réunion des membres de l'OTAN à Riga, en Lettonie. Depuis plusieurs semaines, la Russie déploie ses troupes en Ukraine. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, évoque des preuves montrant que la Russie envisage une agression contre l'État voisin. Kiev demande à l'OTAN de préparer des sanctions économiques à l'encontre de Moscou pour empêcher une invasion potentielle. Bruno Darroux, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Les tensions montent entre la Russie et l'Ukraine. Tout d'abord, pourquoi maintenant ?
Alors, pourquoi maintenant? C'est simplement parce que la Russie, depuis ces dernières semaines, a effectivement massé beaucoup de troupes de l'autre côté de la frontière ukrainienne, ce qui, évidemment, inquiète à Kiev, mais aussi chez les Occidentaux. Alors après, maintenant, en fait, ça fait quand même 7 ans bientôt qu'il y a ce problème concernant l'Ukraine entre la Russie et le camp occidental, notamment l'OTAN et les États-Unis. Donc simplement là, le camp occidental s'est inquiété du fait que la Russie massait beaucoup de soldats. Donc il y en a plus. Alors, il y en a plus. Après, c'est ce que dit l'OTAN et l'Ukraine, hein, qui disent qu'il y aurait pas loin de 120 000 soldats russes qui seraient basés le long de la frontière ukrainienne, non seulement à l'est de l'Ukraine, hein, donc pour potentiellement entrer dans le Donbass, mais aussi sur d'autres zones. Donc, ça pourrait préfigurer une action hostile, comme l'a dit aujourd'hui Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, contre l'ensemble de l'Ukraine. Donc voilà pourquoi il y a à nouveau cette crispation. Les Russes, eux, expliquent que l'OTAN, en fait, cherche à attiser la situation, faire pression sur le gouvernement ukrainien. Donc on sent qu'il y a vraiment une partie de bras de fer importante. Alors l'OTAN, que va répondre l'OTAN? Alors l'OTAN, elle fait monter les enchères, mais le problème de l'OTAN, c'est en fait le cœur du problème d'ailleurs, c'est que l'Ukraine n'est pas un membre de l'OTAN. Donc évidemment... Peut-être, en tout cas certains. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, l'actuel président Zelensky, c'est pas le premier de son genre depuis 2014, voudrait que son pays rejoigne et l'OTAN et l'Union européenne. Et ça, en fait, c'est tout le cœur du problème. Donc, c'est vraiment la ligne rouge, c'est absolument inacceptable pour Vladimir Poutine, parce qu'il estime déjà, de son point de vue, que l'Occident, en fait, lui a volé, en quelque sorte, les pays baltes et la Pologne qui ont rejoint l'OTAN, que ça représente une menace directe pointée sur la Russie. Il ne veut absolument pas que l'Ukraine rejoigne elle aussi l'OTAN, d'où cette pression mise par Moscou. Il n'est pas certain que Vladimir Poutine ait l'intention d'envahir l'Ukraine, mais il fait monter la pression très fort pour envoyer le message aux Occidentaux en disant il est hors de question que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Le problème, c'est qu'officiellement, quand même, l'Ukraine est un pays indépendant et que si le président Zelensky veut rejoindre l'OTAN et l'Union européenne, il peut tout à fait le faire. Il dit que son pays a cette ambition, mais évidemment, il y aura des grosses complications avec la Russie. Alors, s'il y a une action militaire de la part de la Russie, l'OTAN, du coup, comme l'Ukraine, pour le moment, n'est pas membre de l'OTAN, ne peut pas déclencher l'article 5 qui fait que lorsqu'un membre de l'OTAN est attaqué, c'est l'ensemble de l'Alliance qui est attaqué, il peut y avoir une riposte militaire. C'est pour ça que l'OTAN évoque, avec les Américains, de très fortes sanctions économiques contre la Russie si jamais Moscou se livrait à une action agressive en territoire ukrainien. Donc pour l'instant, on est à la pression, il n'y a pas encore de décision du côté... Voilà, pour le moment, on est au bras de fer, chacun montre ses muscles, mais il n'y a pas de solution à l'horizon. Merci beaucoup. Eh bien justement, on va voir ce que ça donne en images. On trouve chaque jour de moins en moins de migrants kurdes dans ce centre commercial devenu leur point de rencontre à Minsk. Pacha était venu avec 11 amis, ils ont tous décidé de rentrer chez eux, mais lui refuse de faire marche arrière. My plan, my dream is I must go to the Germany. À l'extérieur, un van blanc. Many times I've seen this situation. The van picked up many people of Kurdish and Arabic people and going through the border zone. Nous avons voulu vérifier. Le conducteur refuse de nous parler, mais selon la police, le bus se dirige vers l'aéroport. Aux dernières nouvelles, Pacha était encore à Minsk. Mais à l'aéroport, les vols de rapatriement vers l'Irak sont presque quotidiens. Dans ce refuge proche de la frontière polonaise, les migrants nous disent que ceux qui le pouvaient sont partis. Ça dépend de la situation de chacun. Pour moi, c'est un dossier politique. Moi, j'ai les aidés des manifestants au Irak, donc en privé. Si je retourne, je suis au prisonnier. Farhad a vécu en France où sa demande d'asile a été refusée. Selon lui, la vie dans le camp s'est améliorée. On n'a pas assez de nourriture, mais ça va beaucoup mieux de la jungle. Et à propos de la jungle, on est au paradis, quoi.
On va penser à طايرين تشنينا بيتشويا لا أما مجبورية جامن يعني الصاحة بتازم جارة سريعة. Farhad nous explique qu'avec le froid, peu de migrants tentent de passer la frontière, même si les gardes biélorusses offrent de les aider. Ils passent les gens et eux, ils crient ou ils font quelque chose pour que les Polonais ils savent qu'il y a des gens qui sont entrés. L'objectif, ce n'est pas vraiment pour passer les gens, l'objectif, c'est juste pour la frontière, il n'est pas tranquille. Alors les migrants attendent. Ils attendent que l'Europe leur tende la main, ou à défaut, qu'arrive au moins le printemps. C'était un reportage de Pascal Mariani et Gulliver Krag à la frontière, vous l'avez vu, Biélorussie. Aux États-Unis, l'avenir du droit à l'avortement se joue maintenant en ce moment devant la Cour suprême, une Cour suprême dominée par les conservateurs depuis la nomination de 3 juges par Donald Trump. Les 9 sages se penchent sur une loi adoptée par le Mississippi qui interdit les avortements après 15 semaines de grossesse. Ils devraient rendre une décision au printemps prochain. On retrouve tout de suite Sonia Dridi à Washington, notre correspondante. Sonia, bonsoir. Cette décision pourrait revenir sur le droit à l'avortement avec une annulation possible du célèbre arrêt Roe v. Wade de 1973 qui avait légalisé l'avortement. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est vraiment une audience cruciale, historique, parce que c'est la première fois en 15 ans que la Cour suprême se penche sur un cas qui pourrait remettre en cause l'arrêt Roe versus Wade, puisque la loi adoptée par le Mississippi en 2018, elle a interdit les avortements après 15 semaines de grossesse. Or, selon l'arrêt Roe versus Wade, techniquement, les femmes aux États-Unis peuvent avorter jusqu'à 23 à 24 semaines de grossesse. Et donc, c'est en se basant sur cette jurisprudence que des tribunaux fédéraux ont bloqué la loi du Mississippi. Et donc, le Mississippi, un État très conservateur, très religieux, a décidé de faire appel à la Cour suprême en lui demandant aujourd'hui tout simplement d'annuler l'arrêt Roe versus Wade. Et le simple fait que la Cour suprême a accepté de se pencher sur ce cas montre qu'elle est prête à revoir sa copie. C'est ce qui inquiète vraiment les libéraux. D'ailleurs, en ce moment, il y a des manifestations devant la Cour suprême de pro-avortement et d'anti-avortement. Les conservateurs, eux, crient déjà victoire. L'ancien vice-président Mike Pence a notamment déclaré « Nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère où la Cour suprême va renvoyer l'arrêt Roe versus Wade aux oubliettes ». Et ce Donald Trump qui a nommé 3 juges conservateurs qui ont fait basculer justement la Cour suprême du côté conservateur, Sonia. Oui, tout à fait. La Cour suprême a été remaniée par Donald Trump, qui a donc pu nommer 3 juges conservateurs. Brett Kavanaugh, dont la nomination avait été extrêmement controversée. Beaucoup d'Américains ont été très choqués par sa nomination, car ce juge conservateur a été accusé d'agression sexuelle. Il y a aussi Amy Coney Barrett, qui est une mère de famille qui coche toutes les cases de la droite ultra-religieuse et qui, elle, a été nommée après le décès de la célèbre juge Ruth Bader Ginsburg. Et puis il y a Neil Gorsuch qui lui est un conservateur également, qui a une vision originaliste de la Constitution. Alors pour l'instant, au vu des interventions jusqu'à présent lors de cette audience à la Cour suprême, il semble que la Cour suprême pourrait en effet annuler ou revoir cet arrêt Roe versus Wade. Toute la question va être de savoir comment elle va procéder. Et puis le juge en chef, John Roberts, qui lui est un conservateur, semble toutefois vouloir trouver un compromis. Il semble même être dépassé par l'ardeur des 3 juges ultra-conservateurs. En tout cas, ce débat autour de l'avortement continue vraiment de profondément diviser l'Amérique libérale et l'Amérique conservatrice. En tout cas, c'est une nouvelle ère pour cette Cour suprême. Merci beaucoup, Sonia Dridi, en direct de Washington. Politique française, qui représentera le parti Les Républicains à la prochaine présidentielle? Réponse samedi. Les 140 000 adhérents votent depuis ce matin pour départager les 5 candidats. Mais alors bien sûr, difficile à l'issue de l'ultime débat télévisé d'hier de dégager un favori. Le scrutin s'annonce serré. Reportage de nos confrères de France 3, Julien Nény et consoeur Chloé Cormery. Chez les Républicains, le vote est 100% en ligne. Mais depuis ce matin, comme ici à Paris, vous mettez votre numéro, vous descendez, vous mettez votre numéro d'adhérent. Les permanents du parti se mobilisent pour aider les militants, parfois âgés, à suivre chaque étape. Je vous laisse voter, après vous rentrez votre code. Pour Jean-Jacques, 81 ans, qui vient de reprendre sa carte chez LR, 5 candidats au choix. Mais quand on tente d'en savoir plus...
J'espère que celui ou celle qui va arriver en tête réussira à battre Macron. Dans la file d'attente ce matin, une seule adhérente accepte de nous confier sa préférence. J'ai fait mon choix, j'ai mon candidat. Le mieux, Éric Ciotti. Et justement, chez Éric Ciotti à Nice, les militants se pressent aussi depuis ce matin pour voter, avec, comme à Paris, une idée en tête. C'est très important parce que c'est pour la France que l'on vote. Et pour avoir quelqu'un de très valable au niveau de la personne qui va prendre la place du président. Ici, comme partout, en plus des permanents du parti, des référents de chaque candidat sont présents. Moi, je viens juste m'assurer de la sincérité des opérations de vote. Et comme il y a d'autres représentants des autres candidats également, et voilà. Pour contrôler que tout se passe bien. Exactement, c'est tout. À ce stade, aucune irrégularité n'a été signalée dans ce vote interne très sécurisé. Alors qui de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti ou Philippe Juvin se qualifiera pour le second tour demain après-midi? À midi, plus d'un quart des électeurs avaient déjà voté.